Se poursuit avec la conso. C'est de plus en plus courant des salariés qui prennent l'avenir de leur boîte en main, souvent une entreprise qui ne va pas bien évidemment, et qui montent des SCOP. Ce sont des sociétés coopératives et participatives. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, en 1975, il y avait environ 500 SCOP en France. Aujourd'hui, il y en a plus de 2600. On en parle avec Olivier de Crus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'une entreprise qui s'appelle Reprotechnique, où vous faites de la reprographie. Oui. Ça se passe à Colombes, en région parisienne. Et puis en 2013, vous avez puisé dans vos économies, que vous et vos collègues, vous étiez 45 à peu près. On était 45 actionnaires salariés, effectivement. 45 actionnaires salariés pour pouvoir reprendre cette entreprise qui n'allait pas bien et qui était en train de déposer le bilan, c'est ça? Oui. Voilà. Olivier Leberquier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de Scopti, donc c'est l'affaire des Fralib. On vous a appris les Fralib, donc vous avez écrit vous un livre qui s'appelle Fralibre, où vous racontez cette histoire donc de ces ouvriers de Gémenos dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez réussi à récupérer votre entreprise qui était qui était gérée par le géant Unilever. On avait menacé de fermer l'entreprise. Vous avez récupéré tout ça et on en avait beaucoup parlé dans la presse. Et d'ailleurs, depuis, on est allé tourner chez vous. C'est Delphine Cluzec qui a passé un peu de temps avec vous et vos collègues. Et on va voir comment ça se passe depuis. Regardez. Alors, une camomille. On a pris notre propre scope nous-mêmes. Et un thé au caramel, mettez-moi. C'est le thé que tout le monde s'arrache. Vous le méritez, hein. Ah, c'est gentil, merci. Hein. En plus, c'est bon, hein. Ah, oui. Il s'appelle 1336, comme les 1336 jours de lutte des ouvriers de Fralib contre la délocalisation de leur usine. C'était pas gagné d'avance, c'est pour vous. C'était pas gagné, mais on a gagné. Comme tous les autres coopérateurs, Amar a investi toutes ses indemnités de licenciement dans le projet. 30 ans de carrière, une mort annoncée. Pendant 3 ans et demi, on a surveillé notre outil de production, mais c'était calme, il n'y avait pas de bruit. On arrivait, c'était un musée. Aujourd'hui, il commence à y avoir la vie dans l'entreprise et surtout de voir les boîtes sortir des machines. On en a rêvé. Hein. La colle aussi. Ah oui, la colle. Faudrait peut-être laver ça le... Ce rêve, c'était aussi celui de Nadine. Ils aiment pas quand je suis là. À 59 ans, l'ancienne responsable qualité vient travailler tous les jours sans toucher de salaire. C'est elle qui a proposé d'élaborer les recettes des produits pour aider à relancer l'activité. Quand on arrive ici le matin, c'est pas à reculons qu'on vient. Même s'il y a des jours, c'est pas toujours la rigolade. Mais il y a des hauts, il y a des bas, mais ça se solutionne toujours. Alors, qu'est-ce qu'on goûte aujourd'hui? Darjeeling. Moi aussi, je vais le faire. Eh oui. Alors c'est quoi votre préféré? J'aime bien celui-là et celui-là. Oh, tu veux copier ou quoi? Les apprentis testeurs forment le comité de pilotage de la coopérative. J'avais noté. Ils étaient techniciens, secrétaire général du CE et délégué syndical. Ils découvrent aujourd'hui le monde des affaires. Nous, on a chiffré le tarif de base. Par contre, à partir de combien on leur le dit minimum. que ça s'applique à ce prix-là. D'accord. Si on nous demande 3 boîtes, c'est pas la même chose que 3 palettes. Voilà. C'est un peu un casse-tête. Non, c'est autre chose. C'est notre vie. Il y a plein de choses qu'on apprend. Mais bon, il n'y a jamais d'âge pour apprendre. Qui c'est qui commande ici? Personne. C'est tout le monde. On essaye de prendre des décisions collégialement sur notamment la politique salariale. C'est les coopérateurs qui décident et qui votent. De 1600 à 1970 euros net, ils n'ont gardé ni la grille des salaires, Alors déjà, ni les bureaux de l'ancienne direction. déjà, nous on est en bas et eux ils étaient en haut. C'est la différence, déjà une grosse différence. C'est tel que c'était. Il y a la poussière d'ailleurs. C'est la préhistoire. Il avait le même titre que moi. Ouais, je ne me sentirais pas là, moi. Vous n'avez pas envie de vous asseoir? Ah non, ah non. Bonjour. Désormais, les anciens syndicalistes doivent pactiser avec certains de leurs ennemis d'hier, la grande distribution. Aujourd'hui, ce sont les représentants de l'hypermarché voisin qui viennent visiter l'usine. Potentiellement, à l'instant T, on peut fabriquer jusqu'à 27 produits différents en même temps. Voilà. Cette grande enseigne
Ils n'ont même pas eu à la courtiser. C'est elle qui a démarché la coopérative pour vendre ses produits. Ils ne sont pas rancuniers parce qu'on leur a fait quelques misères de temps en temps pendant la lutte. Bons joueurs, mais bon, c'est toujours resté correct malgré tout. À l'époque du combat, les Fralib ont souvent vidé les rayons des supermarchés pour sensibiliser les clients. Aujourd'hui, c'est ici qu'une autre bataille commence. Réussir à vendre ce thé pour lequel ils ont tant lutté. Alors ce sujet, il a été tourné déjà il y a quelques mois. Depuis, ça a évolué. Nadine, cette femme qu'on voit qui est responsable qualité, vous me disiez depuis, elle a été embauchée. Voilà, maintenant elle est en CDI à Skopti. Bonne nouvelle. Voilà, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Le fait d'avoir un combat très médiatisé, ça vous a aidé aussi? Oui, je pense que sur le démarrage, on est d'ailleurs... Souvent, quand on parle de Skopti, on ne pense pas forcément à nous. 1336, ça commence à donner un petit peu de qui on parle. Et c'est surtout quand on dit on est les ex-Fralib, là, ça parle tout de suite. Du coup, on sait. Là, du coup, on sait. Olivier Cruz, comment ça marche chez vous désormais? Ça fait quelques années maintenant. Les chiffres sont bons? Donc, les chiffres sont bons, hein, puisqu'on a créé quand même, sur un espace de 3 ans, 9 emplois. Donc, on en est très fiers. Et puis on est aujourd'hui en développement de chiffre d'affaires. Et puis, on a des beaux projets en perspective. Donc, avec notamment... un conventionnement avec la Direct du 78 pour être entreprise d'insertion, donc qui va nous permettre de passer encore un autre palier. Comment ça s'est passé quand vous avez décidé de vous rassembler en SCOP avec les autres salariés? Tout le monde était d'accord ou pas? C'est pas évident. Alors évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, hein, en fait. Hein, il s'agit d'abord de fédérer. Bon, nous, en plus, on avait très peu de temps, puisque en fait, en 2 mois et demi, on était en situation de liquidation. Il a fallu trouver 1 million d'euros. Il a fallu convaincre les salariés. Bon, je pense que les salariés étaient très attachés à l'entreprise, et c'est ce qui a fait notre force. Avec les clients, bien entendu, puisque 40 de nos clients nous ont fait des lettres de soutien qui nous ont aidés sur le dossier de reprise. Fait. D'ailleurs, on le voit dans les rayons de supermarchés, là, les gens viennent vous parler. Ça crée vraiment une vraie relation avec les clientèles, du coup. Oui, j'étais hier dans le magasin justement en question, parce qu'on a refait une opération hier avec eux, et le chef de rayon me disait que depuis notre arrivée dans le rayon, on a boosté les ventes de l'ensemble du rayon de 25%. Ah oui, c'est ça. Et principalement, on est le leader du rayon à Auchan-Aubagne. Et on représente 13% de son chiffre d'affaires, donc c'est énorme. Et puis alors, il y a quelque chose, alors évidemment, l'entreprise va bien, ça se passe bien, etc. Puis il y a quelque chose qui est important du coup, Olivier Cruz, c'est que vous dites les salariés, ils ne se comportent pas du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'on ne vient plus bosser de la même manière, on se sent totalement concerné par ce qu'on fait, on est plus motivé et on est plus vigilant aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire ce qui s'est passé, nous, la différence avec Fralib, c'est vrai que notre projet s'est inscrit en continuité directe, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'interruption d'activité. Donc du jour au lendemain, on a pu voir effectivement des gens devenir force de proposition. Là où, très honnêtement, nous, on pensait qu'ils étaient de très bons opérateurs, mais ils n'iraient pas plus loin. Donc c'est un élément positif, en fait, par rapport à la motivation des gens et par rapport au fonctionnement de l'entreprise. Et dans les rapports avec les salariés au sein de l'entreprise, que vous restez le directeur ? Oui, je dirais qu'il y a des espaces d'expression pour chacun, c'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement l'ensemble des salariés peuvent s'exprimer, il y a un conseil d'administration qui est élu, le conseil d'administration auquel je rendais compte, et puis après il y a une organisation qui est en place, qui dirige l'entreprise au quotidien. Il n'y a rien qui change, si ce n'est qu'il y a des fenêtres, il faut que chacun respecte les fenêtres d'expression, et donc ça se passe plutôt bien. Et puis peut-être aussi finalement l'image du statut, et enfin l'image et le statut, je veux dire, du salarié et du patron qui change finalement. Disons que le patron doit être beaucoup plus vigilant, c'est clair, puisqu'on est jugé au quotidien dans notre attitude et dans nos résultats. Donc c'est vrai que ça change pas mal de choses. Là où hier j'avais des actionnaires qui finalement me voyaient une fois par an, qui étaient bien souvent des avocats, là aujourd'hui en fait j'ai des actionnaires qui me regardent faire au quotidien. Et donc c'est clair que ça change pas mal de choses. C'est sûr qu'on doit rendre compte. Vous disiez vous étiez 44 au début, là vous avez pu embaucher pas mal. Donc on était 45 actionnaires salariés, on était reparti avec 66 employés et donc depuis on a créé 9 emplois et on est propriétaire de l'entreprise puisque les emprunts initiaux ont été intégralement remboursés là aujourd'hui, donc on est une entreprise entre guillemets normale. Et chez Skopti, est-ce que l'histoire de la boîte a donné des leçons, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais a donné des leçons pour l'avenir, des leçons pour la gestion? Oui, ça a aidé pour ça aussi. Oui, bien sûr, puisque
Nous, on fait partie de ceux qui pensons qu'on a notre histoire, on construit son futur avec son passé. Et donc, tout ce qui fonctionnait bien, on n'a pas dit parce que c'était avec Unilever, on va le raser. Donc, tout ce qui fonctionnait bien, on l'a gardé. Et par contre, tout ce que nous, on considérait qu'on a combattu pendant des années, là, on l'a reconstruit complètement différemment, avec nos valeurs à nous et notre manière de fonctionner. Et puis peut-être des décisions stratégiques qui ne sont pas prises de la même manière. Ah, complètement. Nous, on le dit dans le reportage, la politique salariale, ça a été un long processus de 9 mois qui a été discuté avec l'ensemble des coopérateurs et décidé tous ensemble. Et pour vous donner une idée, avec Unilever, on était à une répartition entre le plus bas et le plus haut de un écart de 1 à 310. Aujourd'hui, on est un écart de 1 à 1,25. Donc, il n'y a plus rien à voir. Effectivement. Est-ce que l'un et l'autre, vous iriez retravailler dans une entreprise dite classique ? La question ne nous s'est pas posée comme ça. Nous, on s'est tout de suite battu dès septembre 2010 pour maintenir l'activité industrielle et les emplois. Donc c'était la priorité. Et nous, on rêve d'un réel changement de société. Donc on continue à militer dans ce sens-là. Après, on ne connaît pas l'avenir. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir continuer à vivre dans la SCOP et vivre des fruits de notre travail. Ça fonctionne bien pour le moment. Et vous pourriez aller travailler dans une entreprise classique ou pas ? Alors moi c'est une question, je pense que, après c'est une question qu'on peut toujours se poser légitimement, mais bon je dirais que là tant qu'on s'amuse et c'est un peu le leitmotiv aujourd'hui dans l'entreprise, c'est de s'amuser, c'est construire en s'amusant. Et je pense que ça il y a aucune raison qu'on aille voir ailleurs. Hein. Il y a un esprit d'équipe qui se crée évidemment. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour nous parler de tout ça. Alors évidemment pour aider les SCOP, qu'est-ce qu'on fait nous consommateurs ? On consomme et comme ça on leur donne un petit coup de main. Alors à partir de janvier 2017, on va changer un peu de sujet, mais pas vraiment parce qu'on va rester un peu dans la grande distrib. À partir du mois de janvier, il va y avoir une expérimentation dont on a déjà parlé d'ailleurs. Les industriels vont devoir indiquer sur leurs produits l'origine du lait et l'origine de la viande dont sont faits leurs produits. Est-ce que j'ai bien tout géré ça et j'ai bien tout expliqué, François Carlier ? Oui, tout à fait. En fait, le grand changement, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà l'origine sur les viandes, quand c'est de la viande fraîche. Mais après, il y a la question des plats préparés, quand c'est des pizzas, des lasagnes, des pâtes, etc., où là, effectivement, il n'y avait pas l'origine de la viande et il y avait une vraie attente des consommateurs pour avoir cette origine. Et donc, à partir de janvier 2017, de manière expérimentale, l'origine sera indiquée. Alors, on va regarder tout ça en images, parce que Fabien Chadeau nous a préparé un petit sujet justement pour bien expliquer tout ça, puis on en parle ensuite après. Et vous me direz d'ailleurs quelle réserve vous mettez à ça. D'où vient la viande de ce plat de lasagne, de ces raviolis ou encore le lait de ces fromages ? Aujourd'hui, la provenance de la viande ou du lait d'un produit transformé est au mieux floue, en tout cas jamais précise. On ne sait pas d'abord de quel pays ça vient, souvent. Et puis, c'est vrai qu'on voudrait peut-être en savoir un peu plus, oui. L'étiquetage indiquera d'où vient la viande ou le lait. Et pour bénéficier de l'appellation d'origine France, 100% des ingrédients viande ou lait devront avoir été produits sur le territoire national, un gage de qualité pour la plupart de ces consommateurs. Moi, j'aime autant faire travailler nos agriculteurs que les voisins. Hein. Ouais. C'est rassurant, c'est un plus. Pourquoi ? Tout à fait. Parce que la viande qui vient d'autres pays, genre pays de l'Est ou autre, on ne sait pas comment les animaux ont été élevés. Bon, je fais confiance à l'agriculture française. Un nouvel étiquetage était réclamé depuis le scandale des lasagnes à la viande de cheval, frauduleusement utilisée à la place de viande de bœuf. Ce mode d'étiquetage est lancé à titre expérimental à partir du 1er janvier prochain, pour une période de 2 ans. Alors François Carlier, ce qui est assez frappant, c'est qu'on s'aperçoit que l'origine du produit, finalement, c'est vraiment l'une des premières attentes du consommateur. C'est ça qui peut déclencher ou pas un achat ? Oui, tout à fait. En fait, le point de départ, c'était souvent des crises sanitaires. Hein. La première grande opération d'étiquetage de l'origine, c'était la viande bovine à la fin des années 90, à l'époque de la vache folle. Oui. Là, c'est reparti, on le voit avec la crise de la viande de cheval. Donc il y a un point de départ qui est souvent sanitaire. Finalement, avoir l'origine du pays, c'est une forme de réassurance sanitaire. Et puis il y a d'autres aspects. C'est le soutien à une forme de relocalisation. C'est le lien avec le territoire. Finalement, Scopti, c'est les gens achètent parce que c'est un projet social original, mais c'est aussi parce que c'est fait dans les Bouches-du-Rhône. Et donc là, c'est la même chose. C'est aussi une forme de soutien aux filières locales. On se rapproche on devient locavore. On en parlait hier d'ailleurs dans cette même émission. Concrètement, ça va se traduire comment ? Il va y avoir un petit tampon sur l'emballage ? Comment ça... Oui, alors c'est-à-dire qu'effectivement, là, le problème qu'on avait maintenant, c'était les plats préparés. Hein. C'est là où il peut y avoir des problèmes d'abord de fraude, des problèmes sanitaires, ouais. Et c'est là où l'origine n'était pas mentionnée. Donc là, on mentionnera pour tous les produits qui ont au moins 8% de viande, donc 8% et 8% plus de viande,
ils mentionneront l'origine de la viande utilisée ou des viandes utilisées, parce que parfois c'est plusieurs viandes qui sont utilisées, et à ce moment-là, il y aura origine France au niveau de l'étiquette où sont les informations nutritionnelles. J'avais lu 5% moi, mais en fait c'est 8, donc vous avez obtenu gain de cause, parce que c'est ce que vous vouliez. Nous, on voulait que ça soit au moins 8%. On aurait voulu que ça descende jusqu'à 5%. Ah oui, c'est ça. Que ça descende jusqu'à 5%. C'est ça, j'ai inversé le... Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, évidemment, du coup, et c'est ça un peu qui fait partie des réserves que vous émettez, c'est que du coup, vous dites, le problème, c'est que soit on va se retrouver avec des plats qui contiennent moins de viande, soit on va se retrouver avec des plats qui seront moins riches, quoi. En fait, c'est un peu... C'est-à-dire qu'effectivement, quand on descend en dessous de 8%, on a pas mal de produits, notamment les produits premier prix. Parce qu'évidemment, premier prix, c'est-à-dire qu'il y a peu de viande. Grosso modo, c'est comme ça qu'on fait du pas cher. C'est la viande qui coûte le plus cher. Voilà, donc c'est assez logique. Donc effectivement, vont échapper à cette initiative réglementaire pas mal de produits, enfin un certain nombre de produits, notamment les moins chers. Alors là, c'est aussi aux consommateurs d'agir. C'est de dire ceux qui sont au-delà de 8% où il y a l'origine, je préfère acheter, et puis ceux où c'est pas indiqué, j'achète moins. Je dirais que c'est quand même... Oui, sauf que ce sont les produits les moins chers. Ce sont effectivement les produits les moins chers, mais il y a un geste qui peut être fait, parce qu'on trouve quand même des produits assez bon marché sur cette zone au-delà de 8%, et c'est effectivement les achats des consommateurs. En dessous de 8%, c'est en gros les raviolis, ce genre de choses en fait, ce sont des produits qui sont... Oui, c'est beaucoup raviolis, les pâtes préparées, enfin pizza, les pâtes préparées. C'est ce type de produits, certaines crêpes aussi. Donc là, on était sur la viande, sur le lait. Alors pour le coup, là, on a un étiquetage qui est quand même beaucoup plus conséquent. On est à 50%. Oui, 50% sur les préparations à base de lait. Donc c'est souvent les yaourts. Donc il y a guère que quelques crèmes caramel ou crèmes chocolat qui du coup vont échapper de crèmes lactées qui vont échapper à cette réglementation. Donc là aussi, c'est effectivement assez intéressant d'avoir cette origine. Notamment, on se souvient qu'il y a eu la crise de l'élevage qui était l'été dernier, en fait, il y a un an. Et donc, un moyen intelligent, je dirais, de faire du Made in France, c'est justement d'indiquer ce type d'origine, comme ça les consommateurs savent. Bien entendu. Alors donc, c'est expérimenté à partir du mois de janvier, et après, il va se passer quoi? C'est quoi le calendrier? On expérimente combien de temps, vous savez ça? Pendant 2 ans. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la France qui a voulu être moteur sur ce sujet. Donc, elle a demandé l'autorisation à l'Europe de le faire. L'Europe a dit OK. Depuis, il y a certains pays qui envisagent de nous imiter, comme l'Italie. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir si ça joue sur les comportements d'achat. Évidemment, les professionnels de la grande distribution disent s'il y a trop d'informations sur l'étiquette, après, il n'y a plus de place sur l'étiquette. Donc on va voir ce que ça donne. Mais nous, historiquement, on voit tous les affichages de l'origine, généralement, marchent très très bien. Par exemple, viande bovine française au moment de la vache folle, ça a été l'initiative d'un distributeur, puis après tous l'ont fait parce que c'est devenu un standard. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les consommateurs commencent à se responsabiliser sur leur mode de fonctionnement et leur mode de consommation. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous voir sur le plateau de LCI. La suite, c'est le journal tout de suite.